Alors, pour finir cette table ronde, Gérard Rivière, président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'assurance retraite sur le territoire avec les CARSAT, et puis en Outre-mer avec les caisses générales de sécurité sociale qu'il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas, Président? À vous la parole. Bien, merci Pierre. Je vais m'appuyer un peu plus sur un papier parce que, d'abord, c'est ma dernière prestation comme président, excusez-moi, comme président du conseil d'administration de la CNAV, puisque je quitterai mes fonctions dans 2 mois, 2 mois et demi. Les opportunités de la longévité, c'est d'abord un constat que je vais faire. D'abord, ce que fait la CNAV, ce qu'elle aimerait faire, et puis je pense peut-être ce que collectivement nous aimerions faire aussi. Ça a été relativement abordé, notamment par Patrick, à travers la loi grand âge oubliée ou reportée. En tout cas, loi ou pas loi, je pense que l'essentiel, c'est d'apporter les financements nécessaires à l'accompagnement du vieillissement. Alors, pour autant, la longévité, c'est une évidence statistique d'abord, hein, et c'est aussi, malgré tout, une opportunité pour notre société, une opportunité de repenser notre modèle dans son ensemble. Je pense que nous partageons tous l'idée selon laquelle cette longévité, nous ambitionnons de la vivre mieux, de vivre plus longtemps, de vivre en bonne santé, de vivre ensemble, en groupe, à domicile si possible, et certains diraient même, mais pourquoi pas riche? Mais ça, c'est un autre sujet. Donc l'augmentation que l'on peut considérer d'exponentielle du nombre de seniors, elle affecte toute la société, la vie sociale, la vie politique, la vie économique. Elle nous incite à repenser notre mode de société tout entière en matière de logement, en matière de transport, d'accessibilité des lieux publics, d'aide à la personne, de la santé, de la solidarité entre les générations. Donc les opportunités sont nombreuses, elles concernent tous les domaines. Alors, en ma qualité de président du conseil d'administration d'une caisse nationale de sécurité sociale, j'évoquerai évidemment l'opportunité qui nous est offerte. Et encore, je ne sais pas si c'est une opportunité offerte ou une nécessité future de repenser notre modèle social. Dans la mesure où nous entrons durablement dans une société où un tiers de la population passera un tiers de sa vie à la retraite. Être âgé, ça ne signifie pas forcément être vieux. Et je crois que ce matin, une intervenante pensait le contraire. Donc le régime, et en tout cas moi je ne le pense pas, le régime de temporalité sur le cours de la vie change. La formation, l'activité professionnelle avec le vieillissement actif, maintenant c'est tout au long de la vie. Et c'est plus seulement un temps de la vie comme précédemment. On peut avoir une activité professionnelle et une activité bénévole, et ensuite être à la retraite, avoir une activité professionnelle, avoir une activité bénévole et reprendre éventuellement une activité professionnelle. Donc c'est une évolution sociétale qui oblige à modifier l'approche et cesser de segmenter les âges de la vie. Donc, il faut repenser la société comme une société aussi, une société plus care, comme l'on dit, avec une prévalence du préventif tout au long de la vie. Alors, dans notre société, nous avons on ne peut pas dire que la prévention n'est pas présente, notamment développée par la sécurité sociale, mais nous avons des approches par pathologie ou par moment de la vie, mais d'approche globale de la prévention, nous n'avons pas. Donc je pense que là, notre modèle d'aborder la prévention doit être totalement revu, d'où la nécessité donc de faire de la prévention tout au long de la vie, réinterroger les risques, sans doute ouvrir un grand débat, et la loi grand âge aurait pu être cette opportunité, ouvrir un débat, consulter, écouter et entendre
les corps intermédiaires notamment, qui ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et par corps intermédiaires, nous entendons bien sûr les partenaires sociaux, mais aussi les collectivités locales, les élus, les associations, pour construire les réponses indispensables au bon vieillissement pour demain. Concernant la prévention qui s'adresse aux seniors, qui est développée par la CNAV et notamment depuis une dizaine d'années, l'idée, c'est plus d'apporter seulement des réponses pour prendre en charge, accompagner les premières fragilités de la vie, les premières pertes d'autonomie. Et Pierre Mayer sait de quoi je parle, Sylvie Salaver bien évidemment. Pendant des décennies, l'action sociale de la branche vieillesse se limitait à un accompagnement d'aide à la personne qui se concrétisait par de l'aide au ménage. C'est-à-dire que plus on était fragile, plus on avait droit à des heures de ménage, même si on vivait dans 40 mètres carrés. Et on pouvait se retrouver avec 18 heures de ménage par mois dans 40 mètres carrés. Et ce n'est pas absolument la nécessité première dont le ou les résidents du logement avaient besoin. C'est sans doute d'autres accompagnements, certes un peu de ménage, mais pas exclusivement du ménage. On ne passe pas la serpillière 3 fois par jour. Donc, accompagner les premières fragilités, c'est promouvoir de manière universelle, mais dès le moment du passage à la retraite, le vieillissement actif, ce que l'on appelle le vieillissement actif en santé, ce que j'appellerais plus simplement le bien vieillir. Concrètement, ce changement, ça oblige à adopter une approche globale dans 3 directions. La prévention relative au comportement et au mode de vie, la prévention de l'isolement et de la précarité, et enfin la prévention qui touche à l'environnement immédiat de la personne, le domicile, la mobilité, l'accessibilité aux services. Alors, cette approche, elle est essentielle pour changer de modèle, de démarche, surtout l'ambition, évidemment, c'est de changer le paradigme, de plus se situer seulement, je le disais tout à l'heure, dans la prévention d'un seul risque, mais de chercher à consolider les acquis de la personne, mais surtout le faire avec la personne et pas contre la personne. Clairement, moi je parle toujours par exemple de soutien à domicile, pas de maintien à domicile. C'est-à-dire qu'il faut avoir toujours le consentement de la personne pour engager quelque action que ce soit en faveur de son vieillissement. On ne fait pas contre les gens, on fait avec les gens. Et évidemment, et c'était encore une fois abordé par Patrick tout à l'heure, avoir une grande ambition d'accompagnement du vieillissement et notamment en matière de prévention en santé, ça nécessite d'y consacrer de grands moyens. Alors, certains remettent en question parfois ou questionnent le retour sur investissement qui concernerait les sommes investies en prévention sans que l'on ait pour autant de certitude que ce soit particulièrement bénéfique. Bon, le champ scientifique, la Société française de gériatrie et de gérontologie ont sur le sujet apporté un certain nombre de démonstrations que cette prévention était efficace, notamment avec le déploiement de l'activité physique et de la participation sociale. Donc ces connaissances ont conduit la CNAV à s'impliquer fortement dans l'ingénierie, dans le financement, l'organisation des actions collectives de prévention qui ont été déployées sur l'ensemble du territoire, d'abord par les structures interrégimes et puis désormais à l'intérieur ou en collaboration avec les autres institutions dans les conférences des financeurs depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Pour autant, juste une remarque, force est de constater que depuis 15 ans, le budget d'action sociale de la branche vieillesse ne progresse plus, puisque, grosso modo, il correspondait, c'est peut-être un peu technique, mais ça illustre le propos, il correspondait à 0, en 2015, c'est pas si vieux, hein, à 0,6% des prestations payées. Et aujourd'hui, on est redescendu à 0,3. Concrètement, alors c'est vrai que
les budgets évoluent en fonction de l'indice des prix et les prestations en fonction notamment du papy-boom. Mais pour autant, on constate bien que la population des retraités que l'on doit accompagner augmente fortement, alors que les budgets, on va dire pour le moins, stagnent. Alors, je pense que c'est peut-être un des échecs à mettre dans ma besace avant mon départ. En tout cas, je crois que c'est un beau défi pour mon successeur. Concernant la prise en charge des personnes fragiles, là aussi, il y a une singularité française. C'est un peu plus de 40% des personnes qui sont bénéficiaires de l'APA sont en établissement, un tiers de plus que la moyenne européenne. Alors que quand on interroge les citoyens, 2 tiers d'entre eux, et je pense qu'ici nous sommes tous d'accord, 2 tiers d'entre eux repoussent l'idée même de vivre en établissement. Alors on se rend bien compte que cette singularité, c'est la conséquence d'un modèle binaire, le domicile ou l'établissement, avec certes un peu, mais très peu de solutions hybrides, de solutions intermédiaires qui sont beaucoup plus en phase avec l'aspiration des Français. Là aussi, alors l'assurance retraite prend sa part sur l'aide humaine, bien sûr, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais concernant l'habitat et les nouvelles formes d'habitat, l'habitat intermédiaire, l'habitat inclusif, la cohabitation intergénérationnelle qui est développée notamment par la CARSAT Rhône-Alpes. Il faut accélérer, il faut mobiliser toutes les énergies sur le sujet, développer d'autres formes d'habitat. J'y reviendrai dans quelques minutes. Je le regarde à l'instant, un représentant de cette famille ici. Je pense que pourquoi pas, excusez-moi, pourquoi pas réfléchir à une forme d'accueil familial pour les personnes autonomes. Je pense que ça aussi, notamment en ruralité, ça permettrait sans doute d'apporter des solutions à des personnes seules et vieillissantes. Donc, apporter pardon, j'ai perdu ma lèvre, voilà. Saisir des nouvelles opportunités qui nous sont données en matière de politique du logement, de mobilité, d'aménagement du territoire, pour redessiner ensemble redessiner l'ensemble de ce territoire. Je vais prendre un exemple de ce qui peut se faire. Un exemple, c'est la CARSAT qui est développée par la CARSAT Normandie avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Normandie. Ils viennent de lancer un appel à idées pour réinventer les lieux de vie des seniors de demain. 36 équipes pluridisciplinaires qui comportent des architectes, des professionnels et des étudiants, des urbanistes, des sociologues, des paysagistes, des ergothérapeutes, etc., ont répondu et 6 projets ont été récompensés qui vont de l'habitat modulaire mais réversible en ruralité, qui soutient les anciens avec des activités de maraîchage, par exemple, à l'habitat coopératif dans divers lieux de vie, sur la même commune, de l'habitat collectif, de l'habitat individuel, en rural, en semi-rural, en urbain et en très grande ville. Bref, c'est un énorme brainstorming qui a été mené en Normandie, que vous pouvez retrouver sur le site de la CARSAT de Normandie. Et d'ailleurs, pour les plus curieux, ils ont édité un bouquin de cette aventure qui est particulièrement riche d'enseignements et qui démontre qu'il est possible de faire de l'habitat pour les personnes âgées qui correspondent vraiment aux attentes. Alors, on a connu les foyers logements à une époque, hein, c'était à peu près la cellule monacale améliorée avec l'évolution et le rebaptisé résidence autonomie, mais qui consistait essentiellement à des bâtiments de 40-80 logements avec la variante rurale portée par la mutualité sociale agricole, mais financée par la CNAV, je le dis au passage,
Donc les MARPA, c'est une autre forme d'habitat intermédiaire particulièrement intéressant, avec un inconvénient, c'est que la vie sociale, indispensable certes, mais qui est quand même à la charge du retraité, fait que le coût de la résidence dans les MARPA est difficilement accessible à la moyenne des retraités du régime général. Ça, c'est une donnée qu'il faut avoir toujours à l'esprit lorsque l'on soutient des projets, fussent-ils très intéressants, très novateurs, c'est le coût de l'hébergement pour les résidents. Donc la longévité, c'est aussi, et je pense que je vais terminer rapidement, une opportunité de capital humain, de gisement économique, d'emploi non délocalisables. Je prends l'exemple du développement de la filière de la silver economy, et je pense que Nicolas Menet vous en a largement parlé ce matin. L'Interrégime, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle Vivalab, qui permet d'accompagner des innovations, apporter de nouvelles réponses techniques, technologiques, servicielles, ou aux professionnels ou aux personnes âgées. Et ce petit laboratoire, Vivalab, depuis 2019, nous a quand même permis de soutenir 25 réponses et a créé plus d'une centaine d'emplois depuis 2020. Donc, ce qui prouve que, à notre petit niveau, une petite centaine d'emplois. Alors, évidemment, notre ambition, c'est pas de faire naître des licornes à milliards. Hein. Notre ambition, c'est de soutenir des projets, de les expérimenter, de les développer pour, encore une fois, apporter du soutien à nos ressortissants. Voilà. Je vais juste terminer mon propos. Moi, je citerai Jean-Jacques Rousseau pour terminer. La principale opportunité qu'offre la longévité, c'est sans doute de revenir à l'essentiel. L'important est moins de vivre le plus longtemps possible que de vivre réellement, de sentir la vie à tous les âges. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on a eu une vision vraiment très, très complète. Peut-être je me permets le mot de la fin parce que je ne vais pas vous repasser la parole, ça prendrait trop de temps malheureusement. Le mot de la fin, c'est que quelle que soit la taille des acteurs, on a quand même le sentiment, la conviction qu'il va falloir travailler de plus en plus ensemble. Il va falloir avoir des alliances, il va falloir aller au-delà effectivement de nos métiers traditionnels. D'une certaine manière, je pense qu'effectivement l'habitat, le logement, voilà, c'est une extension finalement aujourd'hui de la protection sociale, et cette protection sociale augmentée, je reprends cette expression de Philippe Dacosta, elle doit être au bénéfice évidemment des personnes âgées, mais de l'ensemble de la société. Merci beaucoup.